Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business 24 Africa. Comme de coutume, je ne suis pas seule, je suis avec un invité. Il s'agit de M. Souleymane Traoré, banquier international. Pourquoi est-ce qu'il est sur ce plateau? Vous le saurez tout à l'heure. Philanthropie et éducation. Trouvez-vous un lien? Business Matin, on a trouvé un. Et pour cela, nous sommes en compagnie de M. Souleymane Traoré Mouloukou. Bonjour M. Mouloukou. Bonjour madame. Alors, bienvenue sur le plateau de Business 24. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, état civil, Traoré Souleymane Mouloukou. Banquier international, c'est ce que je sais faire le plus. Je l'ai fait pendant une trentaine d'années. Aujourd'hui, vous êtes sur le plateau de Business Matin pour nous parler de votre ONG qui s'appelle ADI. Qu'est-ce que c'est? ADI, c'est Agboville Development Initiative. ADI, en bambara, c'est donné. Agboville Development Initiative, c'est une initiative de développement d'Agboville, axée sur l'éducation, qui est en fait née de la volonté d'un groupe d'amis et moi-même. Depuis 2010, nous nous sommes réunis et nous sommes dit, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons été très chanceux. Nous avons été boursiers de la Côte d'Ivoire pendant 15 ans, 20 ans pour certains. Et maintenant, cela n'est plus possible. Et lorsque nous regardons autour de nous, il y a pas mal de gamins, de jeunes gens, jeunes filles qui pourraient réussir leurs études, mais malheureusement, n'ont pas les moyens. Est-ce que nous pouvons contribuer quelque peu à cet effort de l'État? C'est ainsi que nous avons créé Agboville Development Initiative. Agboville Development Initiative a été créée aux États-Unis en novembre 2012. Elle est reconnue comme une institution d'utilité publique. Elle ne paye pas les impôts aux États-Unis. Pour ceux qui ont vécu aux États-Unis ou bien qui savent un peu des États-Unis, ne pas payer des impôts, c'est très important. Et nous sommes très heureux d'avoir été reconnus aux États-Unis comme institution d'utilité publique. Mais nous travaillons un peu partout dans le monde. Nous avons décidé d'ouvrir un bureau régional en Côte d'Ivoire, précisément à Agboville, simplement parce que l'idée est partie d'Agboville. Alors, M. Mouloukou, dites-moi, pourquoi vous érigez en ONG et non en fondation dans la mesure où vous voulez aider les jeunes? Alors, pourquoi nous sommes une ONG? En fait, aux États-Unis, cela est très clair. Vous avez les non-government organizations et vous avez les foundations. L'ONG est généralement créée par des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui ont des idées nobles et qui décident de s'investir pour aider à atteindre un certain nombre d'objectifs. Alors que la fondation, vous avez affaire à des gens qui sont très fortunés, qui décident de faire du social. Je peux en citer quelques-unes. Fondation Didier Drogba, Fondation Etofis, et puis bien d'autres. Ou bien Belinda et Bill Gates. Et vous savez que Belinda et Bill Gates sont cités parmi les plus fortunés de la Terre. Je crois qu'ils sont parmi les 10 premiers, les 10 personnes les plus riches de la Terre. Ok, mais ce n'est pas le cas de notre ONG. Donc c'est la raison pour laquelle vous êtes érigé en ONG et non en fondation. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, depuis combien de temps est-ce que ADI existe? Officiellement en Côte d'Ivoire? Officiellement en Côte d'Ivoire, je dirais depuis 2012. Parce que nous avons entrepris les démarches localement en 2010, mais compte tenu de ce que nous avons eu comme problème en Côte d'Ivoire, cela n'a pas pu permettre aux autorités de finaliser tout ce que nous avons entrepris comme démarche et approuver notre requête. C'est ainsi que nous avons décidé de le faire aux États-Unis. Et on l'a fait aux États-Unis en 2 mois, c'était dans la poche. On nous avait donné ce statut-là, nous donné l'agrément, l'accord d'établissement. Nous sommes encore en discussion avec les autorités de la place, le ministère de l'Intérieur,
la préfecture d'Agboville, le commissariat d'Agboville pour les enquêtes de moralité, afin d'ouvrir un bureau régional en Côte d'Ivoire. Mais puisque nous avons été reconnus par un pays ami, et non des moindres, les États-Unis d'Amérique, les autorités ivoiriennes nous permettent de travailler en attendant de nous donner cet accord d'établissement. D'accord, donc on espère que vous l'aurez très bientôt. C'est ce que nous souhaitons. Comment est-ce que vous comptez donc, si cela ne vous gêne pas, on va d'abord parler de vos objectifs. Ok. Alors, quels sont les objectifs de ADI? Alors, ils sont au nombre de 3 principalement. Hein. La vision de ADI, c'est de créer des communautés qui puissent accueillir des enfants de familles très, très démunies. Et la mission de ADI, c'est faire en sorte que nous puissions multiplier ce genre de communautés, c'est-à-dire avoir des centres d'accueil où les enfants peuvent venir se recréer, faire un peu de lecture, surfer sur le net. On dira donc des centres de loisirs. Des centres de loisirs, mais en même temps, ils peuvent travailler quelque peu parce que il y aura des enseignants, des volontaires qui viendront pour encadrer les enfants qui ont des difficultés, soit en dictée, en arithmétique, en calcul, en mathématiques et autres. Et nous, les principaux objectifs, c'est quoi? C'est faire en sorte que nous puissions contribuer à améliorer l'éducation en Côte d'Ivoire ou dans tous les pays où nous opérons. C'est-à-dire faire en sorte que il y ait une adéquation entre les études et les emplois qui sont disponibles, faire en sorte que les internats soient équipés, faire en sorte que les cafétérias soient équipées et faire en sorte que les classes soient équipées. Alors, quand vous dites améliorer l'éducation, vous n'êtes pas donc d'accord avec l'éducation qui existe maintenant? Nous pensons qu'il y a toujours possibilité d'améliorer. Aujourd'hui, je pense que les autorités sont en train de faire en sorte que nous ayons des meilleurs résultats que nous avons eu l'an dernier. Donc, on ne peut pas se satisfaire du point que nous avons atteint aujourd'hui. Parce que moi, j'aime bien comparer la Côte d'Ivoire à un pays comme la Corée du Sud. Il y a 50-60 ans, la Côte d'Ivoire était pratiquement au même niveau que la Corée du Sud. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que la Corée du Sud est parmi les 15 pays les plus riches de la Terre. Quand vous regardez l'industrie de la Corée du Sud, quand vous voyez les investissements que la Corée du Sud a pu faire dans l'industrie automobile avec Hyundai, ils se positionnent, ils sont très bien positionnés. LG, c'est sud-coréen, Samsung, c'est sud-coréen, ils sont sur tous les marchés. Alors que nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de... Bon, c'est vrai, nous sommes premiers dans la production du cacao, mais il y a bien d'autres choses que nous devons être capables de faire si nous nous mettons sérieusement au travail, si nous donnons la possibilité à nos masses d'être éduqués. Quand vous prenez 10 Coréens, des hommes, il y a 9 qui ont un niveau universitaire. Quand ce sont des dames, il y a 8 qui ont un niveau universitaire. Alors qu'en Côte d'Ivoire, quand vous prenez 10 Ivoiriens, je pense qu'il y a peut-être 3 ou 4 qui peuvent s'exprimer correctement, qui peuvent parler correctement le français ou qui doivent peut-être avoir un niveau de lycée ou un peu plus. Donc on a un sérieux retard. Je n'ai pas les chiffres exacts. Je suis tenté quand même de dire que vous êtes un peu sévère avec la Côte d'Ivoire. C'est pas être sévère. Moi je dis il faut pas regarder dans le rétroviseur. On aime bien se comparer à ceux qui font moins bien que nous. Il faut plutôt se comparer à ceux qui sont en avance sur nous. Quand vous allez, vous ne pouvez pas nous comparer aux pays comme la Finlande ou bien la Norvège, les pays nordiques, qui sont même en avance sur les États-Unis quand il s'agit d'éducation. Alors, il faut chercher le meilleur, il faut se comparer au meilleur. Quand vous ne l'avez pas, vous êtes voisin du meilleur. Et ça, c'est très important. Il faut pas rester se satisfaire du peu qu'on a. Moi, je dis, j'aime bien nous comparer aux Coréens. Pourquoi? Parce que en 1960, on avait pratiquement le même PNB. On était assez proches. Et aujourd'hui, en Corée du Sud, lorsque nous, on a un budget national qui est d'à peu près 5 000 milliards, c'est vrai, 5 000 milliards, c'est bien plus que ce que le Niger a, c'est bien plus que ce que le Sénégal a. Mais 5 000 milliards, je vous dis, la Corée investit 15 000 milliards
en CFA équivalent dans l'éducation. Parce que 5 000 milliards de CFA, c'est quoi? C'est à peu près 1 milliard de dollars. Et la Corée du Sud investit à peu près 2 à 3 fois, sinon 4 fois ce montant dans l'éducation uniquement. Ils produisent beaucoup de richesses. Donc il faut se comparer à cela pour pouvoir aller de l'avant. Si on veut être émergent aussi, il faut qu'on investisse énormément dans l'éducation. Parce qu'eux investissent à peu près 16% de la richesse qu'ils créent chaque année. Et dans les foyers, quand quelqu'un gagne 100 000 francs, il a au moins 16 000 francs qui sont investis dans l'éducation. Et je ne pense pas que ce soit le cas en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, Monsieur Traoré, je vois déjà votre joie, votre punch, on va dire, dans l'objectif donc de développer ADI. Mais alors, quels sont les moyens que vous avez pour financer votre politique? Alors, le modèle que nous avons choisi est le suivant. Nous nous disons que dans tout pays, vous avez des sociétés qui gagnent de l'argent, des sociétés privées. Et lorsqu'elles gagnent de l'argent, elles doivent être des sociétés citoyennes. Même quand elles ne gagnent pas, elles peuvent être des sociétés citoyennes. Et si vous avez la chance d'avoir un certain nombre de sociétés citoyennes qui opèrent dans votre pays, c'est tout à fait normal de leur demander de faire un peu de social. Et lorsque vous vous rendez compte que ce que ces sociétés font dans le social et dans l'éducation, ADI peut les approcher pour éventuellement voir dans quelle mesure on peut travailler avec ces sociétés. Parce que la Banque mondiale, qui a son siège aux États-Unis, les employés sont obligés, une fois l'an, d'aider la communauté. Parce que vous avez des SDF qui dorment dans les rues à Washington. Et nous sommes obligés, lorsque j'étais encore à Washington, nous sommes obligés chaque année de donner un peu d'argent. Et lorsque les employés arrivent à donner 100, la Banque mondiale peut multiplier, c'est-à-dire l'institution elle-même multiplie ce montant par 2 ou 3. Quand nous donnons 100, elle peut donner 200. Ça va nous faire 300 qu'on donne à ces gens qui n'ont pas de domicile fixe. Donc nous sommes obligés parce que, étant là-bas, c'est grâce à cette institution que nous avons pu avoir ce que nous avons. Donc, il est tout à fait normal qu'on partage. Et c'est ce qui m'amène sur ce plateau. C'est parce que la Côte d'Ivoire m'a tout donné. J'ai été boursier pendant 19 ans, 5 ans à l'école primaire, 4 ans et 7 ans entre le collège et le lycée, 4 ans à l'université d'Abidjan et 3 ans dans 2 universités aux États-Unis. Alors, je me dis que ce serait trop égoïste de garder tout ça pour moi sans chercher à partager. Je crois que le système qui existe aux États-Unis, c'est le système de alumni. Lorsque vous êtes passé dans un établissement et que vous avez eu la chance d'avoir un emploi par la suite, il faut regarder en arrière, dire que c'est grâce à cet établissement que vous êtes ce que vous êtes. Donc, prendre un peu de votre temps et un peu de votre argent pour donner à cet établissement-là. Si aujourd'hui, nous, après avoir fait don de près de 500 livres à l'université d'Abidjan, qui en a énormément besoin. 500 livres, je suis sûr que c'est une goutte d'eau dans la mer. Ils ont besoin de beaucoup plus que ça, parce que l'université de Cocody a près de 50 000 étudiants. C'est à peu près la population d'Agboville. Moi, quand j'étais à l'université d'Abidjan, entre 74 et 78, on était au nombre de peut-être 5 ou 6 000 étudiants. Mais aujourd'hui, c'est terrible. Et ça, il faut faire quelque chose. L'État ne peut pas tout faire. Donc, si nous avons même 1 ou 2% de tous ceux qui sont passés par l'université d'Abidjan, qui aujourd'hui ont eu des emplois corrects, qui regardent un peu en arrière, qui essaient de partager avec cet établissement-là, on aurait moins besoin de l'État. Est-ce que vous pensez? Oui. Alors là, vous venez de nous exposer vos plans pour la survie de ADI. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez de la jeunesse ivoirienne? Qu'elle se mette au travail. Qu'elle se mette au travail et qu'elle persévère et qu'elle se fixe des objectifs assez challenging, comme on le dirait, qui soient des défis. C'est-à-dire, nous, à l'époque, lorsque nous regardions la télé, ils avaient une émission qu'ils appelaient Fauteuil Blanc. On voyait des aînés comme les Amangwa Lokensi. On se dit, ah oui, il a été aux États-Unis, il a étudié ici. Ah non, il faut faire la même chose. Et c'est ça qui nous motivait. Moi, je crois que ça, c'est beaucoup plus important. C'est-à-dire, pour moi, il y a 3 raisons pour réussir dans la vie. Éducation, éducation, éducation. Ensuite, il faut persévérer dans l'effort. Et dans tout ce que vous faites, si vous êtes sérieux, si vous mettez du sien, que vous êtes vraiment sérieux, vous arrivez à atteindre vos objectifs. Donc la jeunesse, moi je lui demande de regarder, d'avoir ses repères, de regarder ceux qui sont des bons exemples. Tout ce qui est rapide, gain rapide ne dure pas.
il faut travailler, il faut être sérieux dans ce qu'on fait afin de réussir. Alors, pensez-vous qu'ADI soit un appui pour les jeunes en général et pour l'école en général? Oui, je pense que lorsque ADI aura atteint sa vitesse de croisière, parce que nous démarrons il y a un peu plus de 2 ans, nous n'avons pas encore pu accrocher une grosse société privée. Notre objectif, c'est d'en avoir 2 ou 3 sur lesquels on pourrait s'appuyer, qui voient les choses de la même façon que nous, dans leur volet social. Nous pourrons faire davantage. Mais aujourd'hui, nous avons un peu moins d'une centaine d'enfants qui nous prennent pour des modèles, avec qui nous discutons, et depuis 2-3 ans, nous leur parlons. Il y en a qui ont pu avoir l'entrée en 6e, il y en a qui ont pu avoir le bac, que nous essayons d'encadrer. La dernière fois que nous avons fait une œuvre, une remise de dons importante, c'était à Agboville, en septembre, le 19 septembre 2014. Nous avons distribué 1200 livres. Ces 1200 livres, lorsque vous dites qu'ils coûtent en moyenne 6 000 francs, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. 1000 livres, ça ferait quoi? 1000 livres à 6 000 francs, c'est 6 millions de francs. C'est 6 millions de francs. Et ça, ce sont des gens qui nous ont fait don, des sociétés américaines qui nous ont fait don à cause de notre sérieux. Et ces livres ont été remis à une dizaine de bibliothèques, de lycées et d'établissements d'inspection primaire. Et il y a peut-être 2000, 3000 enfants qui pourraient accéder, utiliser ces livres-là, parce que la connaissance se trouve dans les livres. Alors dites-moi, Monsieur Traoré, quand vous regardez votre parcours et que vous voyez la génération présente, qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons été très chanceux. On était moins nombreux. On a pu bénéficier des bourses de l'État. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui n'a pas du tout les mêmes chances. Elle est plus abondante. Elle n'est pas bien encadrée. Elle a quelques structures d'accueil qui sont certainement plus sophistiquées que ce que nous avions à l'époque, mais compte tenu du nombre, ça pose problème. Comme je dis 10 fois plus aujourd'hui. C'est vrai, nous avons davantage d'universités en Côte d'Ivoire, mais il nous faut faire en sorte que cette jeunesse puisse s'intéresser à quelque chose. Et ce quelque chose, pour moi, ce sont les études, les faire être sérieux dans ce que vous faites et puis avoir un emploi. C'est dommage que moi j'ai vécu 4 ans au Ghana. Au Ghana, il y a pas mal d'universités et vous voyez que les élèves et étudiants sont très loin de la politique. Ils font leurs études et les Ghanéens ont fait de telle sorte que ce soit 2 domaines séparés. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire, quand ce n'est pas des syndicats que ces étudiants créent, ils sont affiliés à des partis politiques et ça pose des problèmes. Je crois qu'il faut faire en sorte que chacun fasse ce qu'il a à faire. Celui qui veut faire la politique, il étudie, il va en Sciences Po ou bien il fait autre chose. Et puis ensuite, il va faire la politique lorsqu'il sort de l'université. Mais faire en sorte qu'à l'université, nos étudiants ne se sentent pas dans un cadre suffisamment sécurisé pour avoir leur diplôme et sortir de là rapidement. Vous avez des étudiants qui ont 30 ans. Alors qu'à 23 ans, on doit commencer à travailler. Donc c'est pas normal. Il faut se mettre au travail. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Alors, quelles sont les réalisations en ce jour de ADI? ADI a fait un certain nombre de... Ce que nous appelons réalisation chez nous, ce sont des interventions, ce sont des dons, des interventions pour aider des gens qui sont dans des situations de détresse, situations difficiles. Et il y en a à peu près, il y en a une dizaine ici, mais je vais vous en citer juste quelques-unes que nous trouvons assez majeures. Oui, poignantes. Alors, nous avons été approchés une fois, quoique ce ne soit pas dans le cadre de l'éducation, mais c'était juste pour partager. Nous avons été approchés par le ministère de la Solidarité
de la famille, de la femme et de l'enfant, le bureau régional à Agboville, pour co-présider une cérémonie de dons. Parce qu'il y avait eu des pluies diluviennes, il y avait des indigents qui n'avaient rien, et il fallait leur donner des kits. Et le ministère, la direction régionale du ministère avait été capable d'identifier, je crois, une vingtaine de personnes comme ça. Et nous avons contribué quelque peu, avec le peu de ressources que nous avons, pour acheter des vivres, pour le mettre à ces personnes-là. Et aussi, une fois, nous sommes intervenus auprès d'une vieille dame qui vit seule, qui avait de l'eau un peu partout chez elle parce que son toit laissait passer l'eau, et c'est les grosses pluies que nous avons. Nous sommes intervenus pour l'assister. Et je vous ai dit, en septembre, il y a eu cette cérémonie qui en fait, nous avons reçu au total 2500 livres selon le ministère, qui avait une valeur d'à peu près 15 millions. Et nous avons fait don d'à peu près la moitié à une dizaine d'établissements. C'est autant de... Et nous avons encadré des jeunes gens afin qu'ils puissent réussir les examens. Il y a un gamin orphelin de père et de mère à 12 ans. Moi, je l'ai connu par le biais de son grand-père. Je n'ai pas connu ses parents. Et on le suit depuis 2 ans, qui, à l'examen blanc, au CM2, entré en 6e, il avait eu 48 sur 50 en maths, 48 sur 50 dans une matière scientifique. Il avait eu 0 en dictée. Et 20 sur 50 dans une autre matière littéraire. J'ai demandé à la directrice de recruter un répétiteur afin que Adi puisse payer. Mais la directrice a dit non, qu'elle pouvait s'en charger. Et l'an dernier, l'enfant a eu 130 points. Il a eu son entrée en 6e. Il a eu aussi le CEP. Il y en a un autre qui est orphelin de mère. Son père dans un état piteux, très malade, sans argent. Quand je l'ai rencontré, un catholique, il m'a dit, monsieur, vous n'êtes pas catholique. Je dis non, non. Pour moi, cela n'importe pas. Nous voyons que vous n'avez pas les moyens d'aider 2 de vos enfants qui nous ont l'air brillants. On va les assister. On en a assisté un, il n'avait pas les moyens d'avoir des annales pour préparer son bac scientifique. Et nous avons acheté ces bouquins pour lui et il a eu son bac. Et aujourd'hui, il attend d'entrer dans une grande école pour étudier les mines. Alors, quels sont les futurs projets de Adi? Nous avons l'intention, nous avons 2 projets majeurs. L'un d'eux serait de réhabiliter l'école primaire où je suis allé, l'école primaire EPP 1 du Lacro à Agboville. Et puis aider à construire une bibliothèque également à Agboville. Mais sinon, nous avons des livres à remettre à la mairie d'Abengourou dans les semaines qui viennent, et puis ensuite à Odiné. Et nous avons un projet aussi d'aller à Douekoué. D'accord. Alors, vous êtes face à la caméra, les téléspectateurs vous suivent. Avez-vous un message à lancer? Ce que je pourrais dire, surtout à la jeunesse, c'est de comprendre que l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté, c'est l'éducation. Et ça, des recherches ont été faites, des études ont été faites dans ce sens par la Banque mondiale et puis par 2 institutions. L'éducation est primordiale. Une fois que vous avez un diplôme, vous avez la possibilité d'avoir un emploi intéressant. Vous avez la possibilité de changer votre vie et changer celle de votre progéniture. Donc pour moi, ce sont les études. C'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à gagner beaucoup d'argent quand on fait du sport. On devient comme les Eto'o et Drogba, ils sont combien comme ça? Alors que les études, vous avez des milliers qui ont des diplômes et qui travaillent et qui vivent décemment. Donc je vous exhorte à travailler, à réussir vos études et à avoir un emploi décent. Merci beaucoup, Monsieur Mouloukou Traoré. Mais avant de vous laisser partir, on va revenir sur votre nom, Mouloukou. Est-ce que vous pouvez nous donner, on va dire, l'anecdote qui est derrière ce prénom? Alors en fait, les 2 premiers noms et prénoms que j'ai eus à la naissance, c'est Traoré Souleymane. Si vous regardez autour de vous, il y en a des milliers.
J'ai été interpellé plus d'une fois à l'aéroport d'Abidjan parce qu'on recherchait un voleur, un bandit. On me demande une fois, je crois que je devais être au Niger pour le compte de la Citibank. On me demande est-ce que vous avez été à Agboville récemment. J'ai dit mais je suis d'Agboville. On me dit bon mais suivez-nous. Je dis pourquoi non. La police d'Agboville a lancé un mandat d'arrêt contre Traoré Souleymane. J'ai dit non, c'est pas moi. Moi je suis banquier, je n'ai pas volé et je ne dois à personne. Et ça, cela s'est répété plus d'une fois, 2 fois, 3 fois. Et la dernière fois, là, c'était vraiment le comble. Pourtant, j'avais changé d'institution. J'étais passé de la City à la SFI, dans le groupe de la Banque mondiale. Je me suis fait interpeller parce qu'on recherchait un Malien qui devait 15 millions à des commerçants ivoiriens. Et il arrivait chaque fois à passer. Je dis, ben, je ne suis pas malien. Oui, mais vous appelez Traoré Souleymane. Et ce jour-là, je crois que j'avais déjà eu l'ordonnance du tribunal parce que un de mes voisins à Agboville était président du tribunal à Agboville, M. Kouadio. Il m'a dit, écoutez, est-ce que vous n'avez pas un prénom que vos parents utilisaient pour vous appeler, pour faire un habitif? C'est ainsi qu'on l'a fait. Mais l'autre chose, c'est que même à la Banque mondiale, il y avait un chauffeur qui s'appelait Traoré Souleymane, mauritanien. Il était à Nouakchott, il recevait mes emails, il ne bougeait pas. Ils ont commencé à se plaindre, M. Traoré. On va remonter à votre boss parce que lorsqu'on vous envoie des emails, vous ne bougez pas. Mais en fait, ce monsieur recevait mes messages. Et quand vous allez, que vous êtes chauffeur, ce n'est pas pour regarder les emails, c'est regarder l'état des véhicules. Donc il ne répondait pas aux messages. C'est après que j'ai dû lui parler, j'ai dit, quand vous recevez un message, il faut me faire suivre, comme ça je peux réagir. Donc c'est ainsi que j'ai dû ajouter ce prénom Mouloukou, qui en fait, en arabe, c'est le pluriel de Malik. Et Mouloukou Souleymane, c'était un prophète dans l'islam. Et c'est la sœur aînée de mon père qui est même appelée Mouloukou Souleymane parce qu'elle trouvait que j'aimais réaliser des grosses choses, des grandes choses. Vous aimiez impacter sur la vie des autres. Voilà, impacter sur la vie des autres. Et ça, c'était un peu ce que Mouloukou Souleymane faisait. Alors, merci beaucoup, Monsieur Mouloukou Souleymane Traoré. Merci de votre présence sur notre plateau. Okay. Quant à nous, Business Matin, ce n'est pas fini, nous continuons. Et pour cela, nous recevons Sylvestre Aferi, le professeur informatique de Business Matin. A tout de suite. Nous continuons Business Matin avec Sylvestre Aferi, le professeur informatique de l'émission. Bonjour Sylvestre. Bonjour Noélie, bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous ce matin? Alors aujourd'hui, je viens en fait pour apprendre à nos téléspectateurs comment poster une vidéo sur YouTube. Voilà, parce que généralement, on voit des vidéos sur YouTube et nous aussi, nous avons des vidéos que nous avons envie de mettre sur YouTube. Alors aujourd'hui, je suis là pour aider nos téléspectateurs à pouvoir poster. Comment est-ce que ça se passe? Donnez-nous la méthodologie. Alors pour pouvoir poster une vidéo sur YouTube, il faut d'abord avoir un compte YouTube. Et une connexion Internet. Et une connexion Internet. Donc je le dis en même temps aussi pour tout le monde parce que il faut savoir que Google est propriétaire de YouTube. Donc lorsque nous avons un compte Gmail, lorsque nous avons un identifiant Google, nous avons automatiquement un compte YouTube. Et donc nos comptes sur les différents sites de Google peuvent être liés, ce qui facilite pratiquement les choses. Donc, on va sur YouTube, on entre son compte, voilà, son identifiant, en cliquant sur connexion, en haut, à droite de l'écran. Et on clique sur le lien ajouter une vidéo, ou bien, voilà, ajouter une vidéo. Et une fois dans cette page-là, il suffit d'ajouter notre clip ou notre vidéo en cliquant sur la flèche pour pouvoir télécharger la vidéo en question. Une fois que c'est fait, la vidéo peut être une vidéo HD, mais ne doit pas dépasser 15 minutes ou bien 2 gigas. Alors, voilà. HD qui signifie haute définition. Voilà, des vidéos de grande résolution. Donc, on attend que la vidéo charge. Une fois que les 100% sont atteints, alors on clique sur publier, c'est fait, notre vidéo maintenant est en ligne. Voilà. Alors, en même temps, il faut signifier aussi qu'on doit faire attention parce que tout ce qu'on met sur le net nous poursuit et c'est éternel. Oui, effectivement. Alors, je veux aussi rappeler qu'on peut aussi enregistrer directement avec notre webcam si nous avons un ordinateur avec une caméra, enregistrer directement et pouvoir poster les vidéos sur YouTube, c'est plus facile aussi. D'accord. Mais avant de vous laisser partir, Sylvestre, dites-nous, est-ce que c'est possible pour un hacker, comme on le dit,
d'activer notre webcam et de visionner certains éléments chez nous à la maison? Oui, c'est très possible, c'est très possible. Généralement, les hackers sont dotés de certains logiciels, certains appareils qui permettent aussi de pouvoir pirater notre webcam, notre caméra qui est incorporée à notre ordinateur. Donc là aussi, il va falloir que je puisse venir encore pour donner une autre leçon. Oui, ça sera dans le prochain numéro. Effectivement, mais en attendant, on va vous demander de mettre une housse sur voilà, la effectivement, webcam. Pour ne pas que plusieurs personnes, des personnes mal intentionnées puissent voir en fait tout ce que nous faisons à partir de notre webcam. Alors, c'est sur ces informations assez croustillantes que je vous dis que Business Matin pour aujourd'hui, c'est fini. Nous nous retrouvons pour un autre numéro très prochainement. Au revoir.